Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale d'infos sur Public Sénat avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, les Indés radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français et avec TV5 Monde. Deux parties dans cette matinale, vous le savez maintenant, le journal des territoires dans un instant, suivi du club de la presse, puis la météo, puis l'invité politique de 8h de Territoire d'Info en direct sur ce plateau, c'est Sébastien Lecornu qui est le secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire qui sera notre invité ce matin. Tout de suite, c'est le JT des territoires et je vous y retrouve dans un instant. Alors que règne un climat de tension entre les collectivités et le gouvernement, Emmanuel Macron a reçu hier quelques 1500 maires à l'Élysée à l'occasion du 100e congrès des maires de France qui se tient à Paris. Pour l'Élysée, il s'agissait d'échanger avec eux et de marquer l'importance de ce tissu d'élus de proximité et de confiance pour les Français. Réaction des maires à l'issue de cette réception avec ce reportage d'Aurélien Romano de Public Sénat à la sortie de l'Élysée. À l'arrivée, beaucoup de selfies. 1000 maires sont reçus à l'Élysée pour fêter le centenaire de l'AMF. Dans une ambiance respectueuse, mais très joviale. À la sortie, toujours des photos, mais pas mal de déceptions. Eh ben, je ne l'ai pas vu. Voilà. Bon, je suis très contente d'avoir vu le palais de l'Élysée, parce que c'est très représentatif de la République. Mais par contre, voilà, je n'ai pas vu Emmanuel Macron. Vous avez quelque chose à lui demander en particulier ? Ah oui, qu'il aide les petites communes rurales, parce que je ne suis pas sûre que ça fasse partie de son programme. En tout cas, on n'a rien vu et rien obtenu. J'ai l'impression que c'était juste un buffet pour se retrouver entre nous, ce qui n'est pas désagréable d'ailleurs, mais ce n'est pas forcément ce qu'on attend du président de la République. Certains ont eu la chance de voir le président, mais à peine le temps d'une photo. On a fait des selfies avec lui, on a pu discuter, se présenter, on a vu son épouse. Je l'ai vu, ouais. Je lui ai même dit 2 mots, on a pris une petite photo ensemble. Toutes les régions sont représentées, ainsi que toutes les tailles de communes. Toutes les étiquettes politiques aussi. Mais c'est la même inquiétude qui domine, celle des dotations avec la fin de la taxe d'habitation et l'abandon des emplois aidés. Par quel impôt pérenne on remplace la taxe? Quel est l'impôt existant qu'on nous transfère pour qu'on retrouve de l'autonomie fiscale? Et ça, je crois que ça sera une discussion qu'on aura dès l'an prochain. Parce que si jamais on nous enlève les emplois aidés, nos communes rurales qui vivent du tourisme vert, elles sont mortes. Il n'y a que quelques maires en marche pour soutenir l'action du gouvernement sans réserve. J'ai confiance et je pense que les engagements qui ont été promus lors de la campagne électorale et législative par ma parole seront tenus par le président de la République. Le vrai test, c'est avec les 10 000 maires qui écouteront le discours d'Emmanuel Macron. Sera-t-il sifflé comme ça avait été le cas en 2014 pour François Hollande? Les maires présents ce soir ne le souhaitent pas, mais attendent des annonces précises. Voilà, bonjour Ariane Mancini, vous êtes en duplex et en direct de la porte de Versailles où se tient donc le 100e congrès des maires de France. Les maires, on l'a compris, sont en colère contre le chef de l'État. On vient de voir qu'il les a reçus hier pour tenter de les rassurer avec des petits fours qui, paraît-il, étaient délicieux. A-t-il réussi pour vous, les réactions que vous avez ce matin ? Eh bien, Cyril, ce matin, il n'y a pas grand monde ici lors de ce congrès. Les maires arriveront un peu plus tard. Mais en tout cas, cette réception hier à l'Élysée, c'était la dernière étape de l'opération déminage. Une opération qui a commencé mardi, dès le début de ce congrès, avec la venue d'Édouard Philippe, le Premier ministre qui est venu prononcer un véritable discours de la méthode. Pendant 1 heure, il a expliqué et justifié ses réformes concernant les collectivités. Et Emmanuel Macron, en envoyant Édouard Philippe, il misait aussi sur la personnalité de son Premier ministre, l'ancien maire du Havre, qui est l'un des membres du gouvernement les plus appréciés ici auprès des maires. Et puis cette opération déminage, elle s'est poursuivie pendant les 3 jours de ce congrès, puisque pas moins de 15 ministres sont venus ici, porte de Versailles, des ministres populaires, Jean-Michel Blanquer, Nicolas Hulot, et puis hier, Jacques Mézard et Jacqueline Gourault, qui pour l'occasion a même eu l'autorisation de sécher le Conseil des ministres. Et puis dans cette opération déminage, Emmanuel Macron, il a aussi pu compter sur un homme, et non des moindres, le président
président de l'Association des maires de France, François Baroin, qui n'a cessé d'appeler au dialogue. Il s'est félicité de l'accueil républicain qu'a reçu Édouard Philippe. Il espère qu'il en sera de même cet après-midi pour Emmanuel Macron, mais rien n'est moins sûr tant la colère des maires est forte contre le chef de l'État, contre sa politique les concernant. Emmanuel Macron, il est attendu, les maires veulent de la clarification. Il prononcera un long discours, le chef de l'État, 1h30. Il pourrait faire des annonces, notamment sur la fiscalité locale ou encore sur la tenue d'une conférence de consensus sur le logement. Ça, c'est une demande de Gérard Larcher. Durant ces 3 jours, vous l'avez compris, Emmanuel Macron a voulu montrer aux maires qu'il les écoutait. Cet après-midi, il va devoir leur apporter des réponses. Merci Oriane Mancini en direct et en duplex de la Porte de Versailles où se tient le 100e congrès des maires de France. Bonne journée à vous et on vous attend évidemment sur l'antenne pour nous raconter ce qui s'y passe aujourd'hui. Voilà, après les inquiétudes des maires, celles des membres des chambres de commerce et d'industrie françaises. Coup de gueule médiatique et unanime hier car ils protestent contre le nouveau coup de rabot décidé pour 2018 par l'État dans leur budget respectif. Pour la chambre de commerce et d'industrie des Vosges, la perte financière sera de l'ordre de 600 000 € quand même. Stéphanie Renaud pour Vosges Télévisions nous le explique. Ce sont des acteurs incontournables en matière de formation et d'accompagnement des entreprises. Et c'est, disons-le franchement, un coup de gueule médiatique que poussaient ce mercredi et unanimement les 112 chambres de commerce et d'industrie françaises, confrontées à ce qu'ils qualifient de décision brutale et incompréhensible, une ponction par leur autorité de tutelle, en l'occurrence l'État, de 150 millions d'euros de ressources fiscales pour 2018, ponction à planifier dans leur budget respectif dans les 3 mois à venir. Pour la chambre de commerce et d'industrie des Vosges, qui gère 15 000 ressortissants du plus petit commerce à la plus grosse entreprise, le manque à gagner sera de l'ordre de 600 000 €. Il faudra bien décider des actions en moins pour trouver ces 600 000 €. Il faudra également, des CDD ne seront pas renouvelés, des gens qui partent à la retraite ne seront pas renouvelés. Enfin, il y aura, et certainement, peut-être aussi, malheureusement, des licenciements. Mais aujourd'hui, on n'a encore pas décidé. Mais ce sera comme la dernière fois. La dernière fois, on a quand même supprimé dans les 4 territoires lorrains plus de 150 personnes. Car au cours des 5 dernières années, la fiscalité versée par les entreprises aux chambres de commerce et d'industrie a été réduite de 35%. Trop, c'est trop. Il faut alerter notre gouvernant, notre président Macron, en lui disant, écoutez, on a déjà fait les gros efforts et on se demande si on ne veut pas sacrifier les CCI, les chambres de métier, les chambres d'agriculture également, parce qu'ils sont au même niveau. Nous, ce qu'on demande aujourd'hui, au pire des cas, c'est au moins de lisser cette somme qui nous est encore demandée, enfin les ressources qu'on nous donne en moins, et au moins de les lisser sur le quinquennat. Une ponction actée par les députés dans le projet de loi de finances 2018 qui sera examiné cette semaine au Sénat. La question du glyphosate maintenant, qui reste récurrente, vous le savez, dans l'actualité. Et l'Union européenne doit voter lundi prochain le renouvellement de l'autorisation d'exploitation de cet herbicide. Mais y a-t-il une solution alternative pour les agriculteurs ? À Loudéac, un entrepreneur expérimente depuis plusieurs années un désherbant écologique et pourrait enfin avoir l'autorisation de le commercialiser. Julie Sicot pour TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme en Bretagne. Cette alternative naturelle au glyphosate pourrait bientôt être commercialisée. Elle a été inventée en Centre-Bretagne à Loudéac par le directeur de la société Osmobio. Depuis 4 ans, le dossier était bloqué auprès de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. Grâce au débat européen sur le glyphosate, ce produit a été médiatisé. Le dossier brûlant du glyphosate nous a permis effectivement de sensibiliser les instances d'État en France. Et les difficultés qu'on a rencontrées aujourd'hui, elles n'existent plus. Pour qu'on puisse effectivement envisager la commercialisation de ce produit, je dirais dans un temps raisonnable de 2 à 3 ans par exemple. Ce désherbant a déjà été jugé par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques comme non toxique pour l'homme et l'environnement. Et il a prouvé son efficacité sur les routes de l'Ouest. C'est un résultat positif que nous avons obtenu, c'est-à-dire que le produit dessèche tout ce qui est au-dessus de la racine de la plante. Et donc ça remplit sa fonction par rapport à l'expérimentation qu'on souhaitait faire. Ce fabricant de divers produits naturels pense désormais à la production. Où effectivement on se donne les moyens sur le plan industriel, où existe aussi la possibilité pour nous, si vous voulez, de construire des partenariats dans le développement de cette solution à venir. Pour l'agricultrice et députée finistérienne Sandrine Lefeur, il est urgent de se passer du glyphosate. Dans une tribune, elle demande avec 53 autres députés de La République En Marche son interdiction.
On a des études qui montrent que c'est un cancérogène probable. Donc c'était important de se positionner et de montrer qu'on soutenait le gouvernement, la position de la France par rapport au non-renouvellement du glyphosate à 10 ans. Les pays européens devront à nouveau trouver un accord lundi 27 novembre à ce sujet. Après la campagne d'hiver des Restos du Cœur, ce week-end, c'est au tour de la Banque Alimentaire de faire sa grande collecte d'hiver. Pendant 3 jours, 130 000 bénévoles seront mobilisés dans plus de 9 000 points de collecte partout en France. À Bordeaux, Inès Navarro s'est rendue à la Banque Alimentaire de la Gironde. Un reportage, une exposition unique et insolite créée sur mesure tout de suite. À quelques jours de la grande collecte, les bénévoles ou gilets orange remplissent leur mission quotidienne et préparent les commandes pour les associations locales. Alors ici nous sommes au poste de distribution, c'est-à-dire que les associations viennent faire leur marché et on pèse pour leur faire un bon de transport et éventuellement envoyer le papier à la facturation. Les 24, 25 et 26 novembre prochains, ils seront plus de 3000 bénévoles répartis dans les 300 magasins du département. En 2016, la collecte avait été moins bonne que les années précédentes. Cette année, le président de la Banque Alimentaire de Gironde, un peu inquiet, espère au moins des chiffres équivalents, sinon meilleurs que l'année dernière. Nous espérons, très honnêtement, arriver à 380 tonnes comme l'année dernière. Voilà. Déjà arrêter la chute. Et après ça, si on remonte, tant mieux. Mais au moins arrêter. Chaque jour, 70 personnes œuvrent à la redistribution de 35 tonnes de nourriture pour les 134 associations du département. Salariés et bénévoles, retraités, étudiants ou à la recherche d'un emploi, l'aide des gilets orange est précieuse. Oui, je pense qu'il va falloir beaucoup de petites mains et autres pour développer et organiser ce week-end de collecte. Chaque semaine, la Banque Alimentaire nourrit 18 600 personnes par le biais des associations. Une exposition unique et insolite créée sur mesure pour le marché de Noël de Metz avec une centaine d'automates et des décors féeriques. Sur 1000 m², le voyage magique propose un véritable parcours dans le monde merveilleux des automates. Une exposition conçue comme un conte de Noël où le visiteur est invité à suivre le Père Noël à travers différents univers animés. Oriane Valou pour Mirabel TV s'y rendu. C'est une invitation au rêve, au voyage. Sous ce chapiteau, installé place de la République à Metz, 200 automates prennent vie et transportent les plus jeunes dans un univers féerique. Et ton automate préféré, c'est lequel? Le moulin à vent. C'est mon préféré parce qu'il tourne et qu'il y a des personnages cachés dedans. Les Nita, parce que c'est joli et beau. Je sais pas encore comment ils font, mais j'aimerais bien découvrir. On ne découvrira pas comment tout cela est actionné. C'est la magie de Noël opérée par l'entreprise familiale Gaillard, collectionneur d'automates de père en fils. Un musée des automates leur est dédié à La Rochelle. Et bien sûr, l'automate le plus attendu, en rouge et blanc, sur son traîneau, c'est... Oui, papa. C'est le Papa Noël? Oui, j'ai vu le Père Noël. C'était une belle surprise que maman, elle n'a pas dit. Tu savais pas que tu allais venir ici, en fait? Non. Une belle surprise pour les enfants, pour les adultes également. C'est magique, c'est beau pour les enfants, ça les émerveille, c'est plein de belles choses. Elle a été émerveillée devant quoi? Devant le petit lapin, là-bas. Elle en a après le petit lapin. Et votre micro surtout. Noël, c'est quelque chose de fabuleux, ça reste magique. Et cette magie, elle vous poursuit toute la vie. Ce voyage magique des automates, c'est la nouveauté cette année sur le marché de Noël de Metz. Une animation supplémentaire voulue par la Fédération des commerçants de Metz. Ce nouvel espace, créé place de la République, continue de tirer le marché de Noël vers le haut et de continuer à le faire progresser tous les ans. C'est un jeune marché de Noël, il a à peine 25 ans, ce qui est très peu par rapport à des marchés de Noël très traditionnels qui peuvent être assez proches de nous. Mais c'est déjà quelque chose de grandiose, là où on en est aujourd'hui, et ce type d'animation concourt à ce que ça continue à grandir tous les ans. Une jolie façon de faire patienter les enfants avant de découvrir cette fois-ci les vrais cadeaux sous le sapin. Voilà, magnifique. Le JT des territoires se poursuit dans un instant. C'est le club de la presse quotidienne régionale. Puis la météo, puis notre invité politique à 8h dans Territoire d'Info en direct sur ce plateau. C'est Sébastien Lecornu, le secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire. Mais tout de suite, c'est la une de vos journaux en région ce matin et on les examine ensemble.
On prolonge cette revue de l'actualité avec les unes de la presse quotidienne régionale et nous démarrons tout de suite, comme vous le voyez sur cet écran, avec la dépêche du midi. Ce que Macron va dire au maire. Le chef de l'État s'exprimera aujourd'hui face aux élus locaux pour tenter de déminer la fronde. On l'a vu tout à l'heure avec Oriane Mancini qui était en direct et en duplex de la porte de Versailles où se tient le 100e congrès des maires de France. Comment l'Élysée a préparé son intervention, c'est dans la dépêche du midi aujourd'hui. Dans la presse de la Manche, taxe d'habitation, les maires inquiets. Plusieurs élus de la Manche font le déplacement. Ils sont au congrès, bien sûr, un rendez-vous annuel placé sous le signe cette année de la suppression de la taxe d'habitation. Vous le savez, cette réforme séduit la population très majoritairement exonérée, mais questionne les élus soucieux de voir amputer leur collectivité d'un apport financier non négligeable. Pour la Nouvelle République, c'est une européenne avec la perpétuité pour le boucher des Balkans, le verdict pour Radovan Karadzic. Et puis pour le Télégramme, c'est l'entrée à l'université, un nouveau parcours. On en sait désormais un peu plus sur les futures modalités d'entrée à l'université. Le projet de loi présenté hier vise notamment à supprimer le tirage au sort et à réduire le taux d'échec en première année, mais il cristallise déjà les critiques. C'est à la une du Télégramme aujourd'hui. Pour le Maine, libre édition du Grand Mans et la Sarthe, les violences conjugales sont en hausse. Les gendarmes se forment à la prise en charge des violences dans le couple, un fléau qui croît d'une manière inquiétante depuis quelques années, notamment donc au Mans. Pour le Berry républicain, pauvreté dans le Cher, des chiffres et des visages. Selon le dernier diagnostic du Secours catholique, la pauvreté gagne du terrain dans le Cher. C'est à la une du Berry républicain. Pour la République du Centre, il compte sur vous. Ce sont les bénévoles de la Banque alimentaire. On a eu un sujet tout à l'heure dans le journal des territoires, vous l'avez vu, et c'est à la une de la République du Centre, édition d'Orléans. Pour Ouest France, le premier quotidien français, c'est la France qui succombe au Black Friday. Ce sont ces soldes monstres qui arrivent en Europe, à la une de Ouest France. Et puis pour Nice Matin, quelle affaire! C'est un oligarque russe qui a été mis en examen à Nice, est accusé de blanchiment aggravé de fraude fiscale. Et il a été mis en examen hier, il a été laissé libre contre une caution de 5 millions d'euros. L'interpellation lundi soir à l'aéroport de Nice de ce sénateur russe provoque de vives tensions diplomatiques entre la France et la Russie. Et c'est bien sûr dans Nice Matin qui était aux premières loges, le journal dirigé par Denis Caro. Pour Presse Océan, Airbus surfe sur le succès de l'A320, lancé il y a 30 ans. Cet avion moyen courrier reste un moteur pour les sites de Montois et de Bourgonnet, à l'image de la commande record récemment décrochée. C'est à la une donc de Presse Océan et c'est un peu normal. Et puis pour la Nouvelle République des Pyrénées, c'est fête. Les réveillons et nos papilles, voilà, c'est les chefs professionnels de la région qui racontent un peu dans la Nouvelle République des Pyrénées ce qu'ils concoctent pour ces fêtes de fin d'année. Voilà, sans transition, c'est le club de la presse, des éditorialistes de la presse quotidienne régionale ou magazine, d'ailleurs, nationale, avec Thierry Dupont, bonjour. Bonjour. De l'Express, vous êtes plus spécialement chargé des pages villes, entre autres, de cet hebdomadaire d'information. Merci d'être avec nous, vous êtes un régulier de cette matinale d'info. Et puis Yves Arté, le directeur éditorial de Sud-Ouest, qui est venu de Bordeaux. Merci Yves d'être là. Bonjour, avec vous Thierry Dupont, nous allons nous rendre en Côte d'Or, à Dijon, vous en revenez, et avec vous Yves Arté, nous irons en Gironde dans un instant parler politique et football. Voilà, avec vous Thierry Dupont, à la une de l'Express, une photo d'Emmanuel Macron, dubitatif. Formidable la photo d'ailleurs, avec ce titre, on la voit sur l'écran en ce moment, c'est le talon d'Achille de Macron. Il s'agit de La République En Marche. Nous allons, grâce à vous, sur le terrain, vous revenez de Dijon, de Côte d'Or, ouais. Vous vous y êtes rendu pour cet article intitulé « L'épreuve du terrain ». Au fond, après l'euphorie des victoires, La République En Marche doit désormais expliquer l'action du gouvernement et entretenir la flamme, le lien avec la population. On entre vraiment dans le dur, hein, c'est ce que vous racontez dans votre article. Bah oui, il y a eu l'euphorie de la victoire. C'était quand même un parti créé un an auparavant, à partir de rien, qui emporte, le candidat emporte l'Élysée, remporte ensuite, obtient 313 sièges de députés à l'Assemblée nationale, donc formidable. Et puis derrière, la dépression postpartum, plus rien, des gens qui se démobilisent, des jeunes qui partent, des rivalités aussi, parce que bon bah voilà, certains avaient peut-être espéré être récompensés de leur engagement par soit une investiture, soit un poste, tout ça. Et donc voilà, il se passe plus rien. Et puis quand pendant que ce temps-là à Paris, on passe les premières réformes, eh ben il y a personne pour les défendre sur le terrain. Donc là, ils ont décidé de revenir de se remettre un peu en marche, si je peux dire, à nouveau faire la pédagogie des réformes, et puis ils veulent aussi faire de la politique autrement. En tout cas, c'est un peu leur mantra. Et donc, voilà, ils veulent à nouveau relancer des grandes consultations de la population, faire des initiatives citoyennes. Alors, c'est pire que ça. Il y a la jeune députée, Fadila Khattabi, donc La République En Marche, qui dit qu'au fond, ils sont 4 jours à Paris.
et qu'ils n'ont pas le temps d'être sur le terrain. C'est un peu, ça pointe un peu ce problème de ces députés, entre guillemets, un peu hors sol, qui ne sont pas élus de communes, de collectivités locales, de quartiers, peut-être des villes même, maires d'arrondissement, etc. C'est plus possible. Et là, il y a un vrai souci. Elle explique, elle. Oui, alors, dans votre article. Il y a deux choses. C'est d'abord, la Côte d'Or, il y a une grande partie qui est rurale. Donc, une autre députée de Côte d'Or, de La République En Marche, qui s'appelle Yolande de Courson, elle dit, moi j'ai 343 maires, par exemple, dans ma circonscription. Le temps que je les vois tous, ça prend un peu de temps. Alors, ce que vous dites est très juste, et ça le sera encore plus si on arrive à une réduction du nombre de députés, c'est-à-dire que les circonscriptions risquent d'être encore plus grandes, et donc ça va être encore plus compliqué pour ces députés de vraiment d'aller au contact de la population. Et c'est vrai que parfois on leur reproche de ne pas être assez souvent sur le terrain. Les rapports avec justement les maires, les rapports avec les autres élus de proximité, ils sont comment ? Pensez bien que sur la taxe d'habitation, ils sont à portée d'engueulade, comme on dit. Et il y a un ressentiment fort de la part de ces élus que vous avez rencontrés. Alors, je parle de la Côte d'Or, précisément, parce que l'article de l'Express porte là-dessus. Oui, après, il y a quand même un rapport républicain. Mais il y a aussi le rapport à la population, parce qu'il faut aussi... La République En Marche essaie aujourd'hui d'être à nouveau visible auprès de la population. Là, ils ont repris, le week-end dernier, il y avait de grandes opérations de tractage avec des affichettes donnant un peu toutes les réalisations du gouvernement depuis son arrivée au pouvoir. L'important, c'est de maintenir le lien avec la population, parce qu'il y a d'autres échéances électorales qui arrivent très vite. Alors, votre reportage, c'est parfois agréable d'ailleurs d'en faire. Vous êtes allé dans une brasserie dijonnaise un soir, et puis il y avait quelques vingtaines, vous dites, d'adhérents qui se réunissent pour décider au fond de la stratégie et de la presque, j'allais dire, reconquête. Non, mais en tout cas de l'exécution de la stratégie. Alors, c'est pas tout à fait une réflexion sur la stratégie, c'est en préparation de la longue marche de l'Europe qu'ils veulent lancer en 2018. Vous vous rappelez de la longue marche qu'avait lancé Emmanuel Macron, c'est-à-dire on va voir la population, on leur demande grosso modo ce qu'ils pensent de la société actuelle, quelles seraient leurs idées, on fait remonter. Et puis, c'est la stratégie du parti quand même, c'est la stratégie de la République En Marche. C'est la stratégie d'aller au contact de la population et de la consulter. Donc ils veulent refaire la même chose sur l'Europe. Donc là, ils discutaient de ce qui va entre eux, entre marcheurs. Mais il y avait aussi des gens, quelques nouveaux, qui étaient venus un peu, quelques curieux. Et qu'est-ce qui marche en Europe, qu'est-ce qui ne va pas, l'euro, la libre circulation, Erasmus par exemple, pour ensuite peaufiner un questionnaire qui sera soumis aux Français au 2018. L'Express, donc le talon d'Achille d'Emmanuel Macron, La République En Marche. Très bon papier de Thierry Dupont qui s'est rendu en Côte d'Or à Dijon pour regarder sur le terrain la traduction de ces belles victoires électorales qu'il faut maintenant concrétiser par du travail de terrain. Yves Arté, bonjour. Un entretien exclusif de Laurent Wauquiez à Sud-Ouest aujourd'hui, où les attaques contre Emmanuel Macron sont lourdes et dans lequel il réaffirme pas d'alliance avec le Front National. C'était la stratégie de Nicolas Sarkozy en 2012. C'est du quasi copier-coller, vous dites. Oui, c'est du copier-coller intégral. Et d'ailleurs, il est à noter que Laurent Wauquiez, dans la suite de ce que disait Thierry, il surfe sur la grande déception des territoires. Et de ce point de vue-là, il a bien compris ce qui se passait. C'est comme quelqu'un qui connaît parfaitement les sentiers, les ruelles et les petites impasses des villages et des bourgades. Et donc de ce point de vue-là, il est très à l'aise. Alors après, il faut savoir, est-ce que ça va durer ? Ça, c'est la grande interrogation. Parce que la stratégie, on la connaît, elle est quand même dangereuse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire non à Marine Le Pen, mais je lui vole tous ses électeurs. Naturellement, je tape sur Macron et sur Macron hors sol, comme vous le disiez à l'instant. Et moi, je suis le héros et le garant de la France, des provinces, des églises, et des villages. Il est président de région en plus. Et président de Donc région. il est crédible quand il dit ça. Il est tout à fait crédible quand il dit ça, sauf que on connaît également les limites de cette stratégie. C'est exactement celle qui a fait perdre Nicolas Sarkozy en 2017. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, les électeurs préféreront toujours l'original à la copie, selon la formule consacrée, d'une part. Mais il a une idée derrière la tête, il compte sur quoi pour inverser ça, Laurent Wauquiez ? Il compte surtout ce qu'il craint, et il le dit entre les lignes. Parce que ce qu'il raconte également dans notre interview, ce qu'il nous dit, c'est également le grand souci qu'il a d'essayer d'unifier son mouvement et... Comme par hasard, il fait référence à qui ? Au grand sage de la droite, maintenant, qui est devenu Alain Juppé. Ce qui tombe bien, puisqu'il sera en Gironde ce soir, où Alain Juppé, d'ailleurs, ne pourra pas. Alors voilà, je vais vous demander, il le voit, Laurent Wauquiez ? Il l'a vu mardi à Paris.
Et là, il ne le reçoit pas en Gironde. Il ne sera pas. C'est voulu ou c'est Non, il est difficile à dire. On peut imaginer qu'Alain Juppé avait des engagements préalables et qu'il n'a pas voulu revenir pour Laurent Wauquiez en Gironde. Je ne garantirai pas non plus que le voyage avec Laurent Wauquiez soit du dernier agréable pour Alain Juppé. Ça, je ne vous dirai pas. C'est dans Sud-Ouest aujourd'hui, donc la stratégie de Laurent Wauquiez. Des incidents à Bordeaux après Bordeaux-Marseille, avec un blessé par jet de pétard dans Sud-Ouest aussi aujourd'hui, et colère de la Ligue contre les fumigènes et les pétards. Oui, ça c'est un thème récurrent de certains stades de football, il ne faut pas généraliser, mais de plus en plus il y a des fumigènes qui rentrent dans les tribunes, fumigènes qui sont interdits comme vous le savez. La difficulté auquel se trouvent confrontés aujourd'hui les stadiers et les organisateurs des matchs, c'est que les fumigènes sont de plus en plus miniaturisés et qu'il faudrait faire des palpations à l'entrée des stades. Vous les imaginez bien que faire des palpations à l'entrée des stades, ça produirait des matchs qui commenceraient à des heures impossibles. Donc il y a une impossibilité aujourd'hui de maîtriser ce nouveau phénomène, qui est un phénomène inhérent aux supporters des ultra-sud, des tribunes, des tribunes populaires, mais qui peut produire des événements, surtout quand il y a des antagonismes entre les clubs. Parce qu'il faut noter qu'à Bordeaux... Qu'est-ce qu'elle peut faire la Ligue, j'allais vous dire, deuxième question. La Ligue, elle peut punir les clubs, mais que peuvent faire les clubs? Les clubs sont confrontés à des phénomènes de société qui dépassent largement le cadre du terrain et le cadre des tribunes. Parce que par exemple, dans ce match Bordeaux-OM, des supporters de Bilbao, qui n'est pas très très loin de Bordeaux, 2h30 de voiture, 3h30 de voiture, sont venus pour régler un vieil antagonisme avec Marseille. Donc quand en plus il y a une europonisation des fumigènes et des tribunes, vous comprenez bien, ça pose quelques problèmes. Merci Yves Arté. C'est l'Europe ça? C'est l'Europe. Merci Yves Arté, merci Thierry Dupont. Vous retrouvez tous les deux tout à l'heure pour le débrief de l'invité politique de 8h, Sébastien Lecornu, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, qui sera notre invité en direct. Tout de suite, c'est la météo des territoires, le temps qu'il fait en France aujourd'hui, mais pas que en France, dans les départements français, d'Amérique, de l'océan Indien et du Pacifique, d'autres zones où la France est présente. A tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle Nationale Territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France.